Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, début du baccalauréat technique, plus de 3700 candidats répartis dans 17 centres ont démarré les épreuves aujourd'hui. Le ministre de la Formation professionnelle salue la hausse des candidats par rapport à l'année dernière. Installation du nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale, le général de division Moussa Fall a officiellement pris le contrôle du commandement aujourd'hui. Dans son ordre du jour numéro 1, il a fixé un nouveau cap axé autour de la prévention, l'anticipation et l'action. Affaire du gynécologue Mamadou Dembandour à Matam. Pour le directeur de l'hôpital, le médecin n'a nullement été sanctionné pour avoir critiqué le système sanitaire. Selon lui, cette affaire n'a aucun relent politique. L'actualité, c'est aussi cette interrogation sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil peut-il délibérer avec moins de 7 membres? La question divise politique et constitutionnaliste. On vous explique tout dans cette édition. Les épreuves du baccalauréat technique ont démarré donc aujourd'hui. L'examen concerne cette année plus de 3700 candidats, une hausse par rapport à l'année dernière qui confirme l'intérêt grandissant pour la formation professionnelle selon le ministre de tutelle. Dame Diop a effectué des visites dans les centres d'examen ce matin avec nos équipes Fat Bintou Conté et Mohamed Diag. Le baccalauréat technique a démarré ce jeudi au lycée technique et commercial Maurice Delafosse, où jury 1743 et 1742, 402 candidats pour le bac G et 171 candidats pour celui technique se sont penchés sur les épreuves dès les premières heures et aucun couac n'a été noté. Il y a un jury, c'est le 1743. Nous avons 402 candidats. Il y a 4 absents pour le moment. Ça passe bien. On a tout sur place. Série T1, T2 et F6 pour des effectifs globaux de 171 candidats. Donc les 171, il y en a 15 qui sont absents pour le moment. On atteste le tour des centres faits par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui se réjouit du bon déroulement de l'examen. J'ai pu constater que les apprenants sont venus à l'heure. Les épreuves ont principalement démarré à 7h40 quelque part, ce qui est quand même une bonne prouesse. Et je dois aussi me réjouir du fait que les surveillants sont en place. On en a au moins 3 par salle d'examen. Jusqu'ici, ça se passe bien. D'ailleurs, cette année, le nombre de candidats a connu une hausse, ce qui amène le ministre à noter que les élèves s'intéressent de plus en plus aux matières techniques. Je dois aussi me réjouir du nombre de candidats qui a connu une hausse cette année. Cela veut dire que les jeunes Sénégalais s'intéressent particulièrement à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Le bac technique va aussi connaître des réformes dès l'année prochaine. Y compris cette année qu'on n'a plus de bac G, on a des bacs STEG, sciences techniques de l'économie et de la gestion. Nous allons avoir à partir de l'année prochaine des bacs STIDD, sciences et techniques industrielles développement durable. Ce n'est pas seulement un changement de nom, mais c'est un changement de paradigme qui permet aux apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'être préparés pour entrer tout de suite dans le monde du travail. Le dispositif sanitaire a été respecté toujours avec cette pandémie où moins de 25 élèves ont été répartis par classe. Merci Fat Bintou et restons dans le domaine de l'éducation. Le conseil d'administration de la COSIDEP s'est réuni hier. La coalition a dénoncé les violences exercées par des élèves sur le corps professoral. La promotion des LGBT en milieu scolaire est également jugée inadmissible par la COSIDEP. Aminata Marisso et Mardiak. Des attaques à l'encontre d'enseignants, des actes de violence exercés par des élèves, des faits devenus récurrents dans le système éducatif sénégalais. L'agression brutale du professeur de philosophie au lycée de Kébémer, qui était en convalescence, les aigus placés sur la chaise du professeur au lycée de Thiaroye, l'agression d'une professeure à Lambaye, entre autres. La COSIDEP alerte. Nous pensons que l'heure est grave et vous avez suivi également ce qui se passe dans l'espace universitaire. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre fin à cette violence parce qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas enseigner dans la violence,
dans un espace où règne la violence. Elle élève la voix également sur d'autres problématiques qui guettent l'école sénégalaise. Au total, la COSYDEP condamne toute tentative de promotion de contre-valeurs. Au cours de ce conseil d'administration, le recrutement des 5000 enseignants n'a pas été en reste. La COSYDEP rappelle la nécessité de mettre de la qualité dans le système éducatif sénégalais. Merci Aminata. À la une également, la colère des artisans du Sénégal. Selon eux, l'État du Sénégal ne favorise pas l'expertise locale. L'association a organisé un sit-in cet après-midi à la place de la Nation. Compte rendu Modou Diop et Habib Faye. Cet après-midi à la place de la Nation, tous des artisans munis de pancartes. Ils appellent leur ministre de tutelle à prendre en charge leurs doléances. Tout simplement parce que l'artisanat est pourvoyeur d'emploi. Alors qu'on parle d'employabilité, on parle d'emploi des jeunes. Donc nous sommes là pour apporter notre pierre à l'édifice. Mais pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, il faut avoir un environnement favorable à l'éclosion de ces entreprises artisanales. Lors des élections qui ont eu lieu, donc tous les supports de communication ont été faits en Chine. Et c'est ce que vraiment nous, les Sénégalais du Sénégal, nous déplorons. Les bijoux importés qui entrent au Sénégal sans contrôle et sans aucune expertise et qui diminuent notre marge de manœuvre, notre main-d'œuvre locale. Nous n'avons reçu aucune subvention émanant de l'État. Présentement, notre problème le plus notoire, c'est les problèmes de 150 000. Chaque jour, on nous interpelle en nous demandant où est notre 150 000. Entre autres revendications, la reconstitution de certains points relatifs à leur statut d'artisan. Mais malheureusement, aucune gramme d'or n'a encore été donnée aux artisans bijoutiers. Ce que nous déplorons. Pourquoi tout simplement on ne peut pas être un pays qui exploite de l'or dans sa région orientale? On nous parle de 16,5 tonnes d'or exploitées chaque année, alors que la bijouterie locale n'a aucune gramme à exploiter. La manifestation s'est déroulée dans le calme. Les artisans de différents corps de métier ont répondu à l'appel, une manière de mettre la pression sur la tutelle dans l'optique de recevoir leurs fonds. Et Habib, le directeur de cabinet du ministre de l'Artisanat, est venu assister à ce sit-in avec un début de réponse aux doléances posées par les artisans. Daoud Dawad Sek annonce la mise à disposition d'un fonds d'appui aux artisans, et ça dès la semaine prochaine. Une première phase a été exécutée, qui a permis quand même à des milliers d'artisans donc de recevoir leur appui à raison de 150 000 francs par artisan. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a eu un petit retard, mais cela ne déroule pas d'un manque de volonté, mais il s'agissait quand même d'un certain nombre de réglages dans un pays où tout est urgent. Alors là, donc, j'étais venu pour rassurer les artisans que pour quand même ces fonds, dès la semaine prochaine, ces fonds seront disponibles. Et ça, c'est une information officielle que nous avons reçue du ministère des Finances et du Budget. L'autre grand titre de cette édition, le nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale a été installé officiellement ce matin. Dans son ordre du jour numéro 1, le général de division Moussa Fall a dit vouloir tracer un nouveau cap axé autour d'une stratégie de prévention, d'anticipation, d'action. Le directeur de la justice militaire a aussi invité ses hommes à adopter une attitude irréprochable et au respect des droits de l'homme. Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy. Il est officiellement installé dans ses fonctions de haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Le ministre des Forces armées est convaincu que le général de division Moussa Fall saura préparer la gendarmerie aux défis futurs. Face à la diversité des menaces, dont le terrorisme, la cybercriminalité, la grande criminalité, le vol de bétail, l'accidentalité routière, les divers trafics illicites, les atteintes à l'environnement et les crises sanitaires, la sécurité est devenue une véritable préoccupation de nos concitoyens. Le général de division Moussa Fall est convaincu que la tâche est immense, mais il est prêt à relever les défis. Pour lui, sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté. Pour atteindre l'efficacité, il veut la déconcentration du commandement opérationnel. L'effet final recherché est le renforcement de la confiance et le recul des violences ainsi que des incivilités dans notre zone de responsabilité. Ainsi,
Tous les échelons opérationnels devront-ils s'attaquer résolument aux violences urbaines et rurales, mais aussi et surtout concourir à faire de notre pays un sanctuaire à l'abri de la menace terroriste. Il compte renforcer les chaînes de commandement avec les moyens humains et matériels. Il insiste sur la formation et exige une attitude irréprochable à ces hommes. L'éthique du gendarme vous recommande la retenue qui exige votre statut à l'égard des opinions philosophiques, politiques, religieuses, mais également dans vos rapports aux médias et aux réseaux sociaux. Je commande à chaque gendarme d'observer un strict respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, en basant son action sur la confiance et l'écoute. La création d'un escadron de sécurité routière est prévue dans chaque région. Le général de division Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale, compte mettre en service les sections de recherche de Thiès, Tambacounda, Ziguinchor et Kaolack. Sa stratégie d'action va s'appuyer sur la prévention, l'anticipation, la détection et l'intervention. Merci Alassane. Les 15 membres du comité national de suivi du contenu local sont officiellement installés également. Le CNSCL a pour mission, vous le savez, de faire profiter aux entreprises nationales les retombées de l'exploitation du gaz et du pétrole. Maïmouna Ndiaye et Pape Sangone Mbaye. C'est officiel, les membres du comité national de suivi du contenu local sont connus. Au total, 15 personnes issues de la société civile, du secteur privé national, du secteur des hydrocarbures, entre autres. Ensemble, ils veulent bâtir une nouvelle stratégie pour mieux exploiter le pétrole et le gaz au Sénégal. Nous avons procédé, après l'installation, après la présentation des membres, à la présentation des missions de ce comité national. Et là-dedans, je pense qu'un élément extrêmement important, c'est l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de développement du contenu local. Dans ce plan stratégique, sur lequel nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des acteurs, il est consigné l'ensemble, tout ce qui est politique de l'État en matière de contenu local. Dans cette nouvelle vision, la jeunesse occupe une grande place. D'ici 2030, le comité se fixe 3 objectifs. Une fois que l'exploitation démarre, il y a une partie des recettes qui est consacrée au remboursement des investissements à hauteur environ de 75%. Et une autre partie de ces recettes-là qui constitue ce qu'on appelle le profit oil ou le bénéfice. C'est cette partie-là qui constitue, donc sur laquelle il y a partage entre l'État et les compagnies qui opèrent, compagnies parmi lesquelles il y a notre compagnie nationale Petrocel. L'idée, c'est de faire de sorte que nos entreprises puissent travailler au niveau de ces opérations-là pour capter une bonne partie de cette manne financière à hauteur de 50%. Après cette prise de contact, les membres du comité national de suivi du contenu local vont poursuivre leur feuille de route. Un nouveau agenda est d'ailleurs annoncé. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a enregistré 788 déclarations de patrimoine, soit 59% des assujettis se sont donc conformés à la loi, annonce faite par la présidente de l'OFNAC en marge de l'atelier d'échange et de sensibilisation avec les parlementaires sur le système de déclaration de patrimoine. Mamadou Fall et Mohamed Dieng. Le Sénégal semble être loin d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés par les directives de l'UEMOA sur la déclaration de patrimoine. Seuls 59% des assujettis se sont conformés à la loi. À ce jour, nous avons 1247 assujettis, actifs comme inactifs. Alors là, je suis obligé de m'expliquer, parce que lorsqu'on dit 1247, les gens n'arrivent toujours pas à comprendre. Ça, c'est le nombre de personnes dénombrées comme assujetties à la déclaration de patrimoine. Les actifs sont ceux qui sont toujours au niveau des postes où leur déclaration est exigée, les assujettis. Mais il y a des inactifs, il y a ceux qui, entre-temps, sont décédés, qui ont changé de poste, et ainsi de suite. Alors,
À ce jour également, nous avons reçu 788 déclarations d'entrée et 150 déclarations de sortie. Donc, en valeur relative, ça fait à peu près 59%. Une loi votée, mais qui présente des failles. La revoir est une obligation. Un texte de loi n'est jamais parfait. C'est à l'œuvre qu'on se rend compte qu'il y a toujours des insuffisances, il y a des points à combler, des vides à combler, des insuffisances, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qui s'est passé avec la loi sur la déclaration de patrimoine. Pour les députés de l'opposition, c'est ce qui explique les reculs enregistrés par le Sénégal depuis plusieurs années en matière de la lutte contre la corruption. ci maanaam deltu ginnaaw gu deltu gi nga xamante ni Sénégal deltu na ko ginnaaw lii rek dëggal na ko ndax Sénégal waroon na àgg tey à 85 à 90%. waa foofu la ko doon séntu mais li ma la wax mooy liggéey bi dafa des nit ñi. Pour une amélioration adéquate du système de déclaration de patrimoine, l'OFNAC a initié des échanges avec les parlementaires pour les sensibiliser davantage sur l'importance de la déclaration de patrimoine, un système qui facilite la détection de l'enrichissement illicite. L'École nationale de la statistique porte officiellement le nom de Pierre Ndiaye. L'ENSA a été rebaptisée en hommage au défunt secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, Marcel Farba-Maron. C'est officiel depuis ce jeudi. L'École nationale de la statistique et de l'analyse économique, ENSAE, porte désormais le nom de Pierre Ndiaye, défunt secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, décédé le 23 décembre 2020, des suites de la Covid-19, à l'âge de 59 ans. Une cérémonie officielle de changement de nom de l'établissement s'est déroulée ce jour au sein de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, dont l'ENSAE Pierre Ndiaye est rattaché. Cette cérémonie que nous avons voulu sobre, à l'image du défunt, est une matérialisation de la volonté du président de la République, son Excellence Macky Sall, d'exprimer la reconnaissance de toute la nation envers l'un de ses plus illustres fils. Selon les témoignages, Pierre Ndiaye a beaucoup œuvré pour la planification et la mise en œuvre de politiques économiques et sociales au Sénégal. Feu Pierre Ndiaye, statisticien économiste, fut successivement cadre de la direction de la prévision et de la statistique, fondé de pouvoir au service de la recherche et de la statistique, chef de la section balance des paiements et réglementation des changes, adjoint au chef de service des études, chef de service des études et des statistiques, chef de service des établissements de crédit et de microfinance et contrôle des opérations à la direction nationale pour le Sénégal de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, directeur de la prévision et des études économiques DPE, directeur général de la planification et des politiques économiques DGPPE, secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. L'ENSAE Pierre Ndiaye est né de la volonté des pouvoirs publics sénégalais de combler le déficit de statisticiens hautement qualifiés. L'établissement forme ainsi des cadres destinés à intégrer le système statistique national, les organismes internationaux, sans oublier le secteur privé tel que les banques, les assurances et les bureaux d'études, entre autres. Et puis l'actualité, c'est aussi cette interrogation sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil peut-il délibérer avec moins de 7 membres? La question est agitée suite à l'introduction du recours en annulation sur la loi sur le terrorisme par l'opposition parlementaire. Pour le constitutionnaliste Mounir Roussi, oui, le Conseil peut délibérer même avec 4 membres. Nous l'écoutons avec Chérif Dia. Le Conseil constitutionnel est réglementé par une loi organique dans son organisation et son fonctionnement, qui était d'abord la loi du 30 mai 1992, remplacée par la loi 2016-23 du 14 juillet 2016. Et en son article 23, il est dit que le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de 3 d'entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres. À partir de là, c'est la règle du qui peut le plus, peut le moins. Étant donné que le Conseil peut statuer avec au plus 3 membres empêchés,
temporairement. Si ces 3 membres sont empêchés définitivement, il suffit simplement que les 4 l'attestent pour pouvoir statuer. Et les décisions qui sortiraient de ces 4 membres en l'absence ou à l'empêchement de ces 3 temporairement ou définitivement seraient considérées comme étant conformes au droit, conformes à la Constitution et conformes à la loi organique telle que rédigée par l'article 23 de cette loi de 2016. Dans l'actualité également, cette nouvelle vague du coronavirus qui prend forme. Aujourd'hui encore, plus de 100 nouvelles contaminations ont été rapportées. On en parle dans un instant avec le directeur de la prévention, le docteur Mamadou Ndiaye, et l'invité de Soir d'Info, tout juste après cette édition. Dans le domaine de la santé, le directeur de l'hôpital régional de Matam livre sa version des faits, l'opposant au docteur Mamadou Demba Ndour. Selon lui, le gynécologue n'a pas été sanctionné pour avoir critiqué le système sanitaire de la région. Le directeur de l'hôpital écarte tout relent politique à l'hôpital. Explication Ali Bandeniang. Au moment où cette affaire est en train de défrayer la chronique, nous nous sommes rendus ce matin au centre hospitalier régional de Matam. C'est un directeur serein qui nous a reçus dans son bureau pour apporter sa version des faits relevés par Dr Mamadou Demba Ndour qui lui ont valu une sanction. El Hadj Arouna Ndiaye, intransigeant, persiste et signe. Quand un agent a fait ce qu'il ne doit pas faire, on doit l'appeler, le saisir, discuter avec lui. C'est ce que j'ai fait. Lui-même dire que vous allez lui donner une demande d'explication et qu'il est tenu à répondre dans les 48 heures. C'est ce que j'ai fait. Après sa réponse, j'ai donné un avertissement qu'on appelle le premier avertissement. Non, c'est ce que je peux vous dire. Là. Moi, je n'ai aucun problème avec Dr Ndour. Ça, je vous le dis. Je ne voulais même pas dire son nom. Dans tous les cas, moi, j'ai un esprit de dépassement. Ce que j'ai dit, c'est clair. Je ne l'ai pas sanctionné. Je ne l'ai pas renvoyé. Je ne l'ai pas insulté. Il n'y a pas de bras de fer. Ça, j'ai dépassé ça. Mon expérience et mon âge ne me permettent même pas de faire ces bras de fer. Moi, la manière de frapper quelqu'un, c'est sur du concret. Ce sont les réalisations, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas là en train de me battre. Non, ça, j'ai dépassé ça. Il n'y a pas de bras de fer. Il est le PCME et il va rester PCME. Il est le chef de service de la maternité gynéco, il le sera. Mais maintenant, l'hôpital a ses règles, ses lois. Tout un chacun qui est dans cet hôpital est obligé de respecter ses règles, ses lois à l'hôpital. Mais on n'a aucun problème. Sincèrement, même s'il revient aujourd'hui, tout de suite, il peut bel et bien reprendre son service. Moi, il n'y a aucun problème. Maintenant, dans tous les cas, l'avenir me donnera raison. Dans nos relations entre PCME et directeur, tout ce qui est de ses prérogatives, je vais lui donner ça. Je ne vais en aucun cas lui enlever quoi que ce soit parce que ce sont ses pairs qui l'ont élu PCME. Parce qu'aujourd'hui, moi... À la fin de ces 5 jours de permission pour raison de famille, le retour de Dr Mamadou Demba Ndour, gynécologue et chef de service de la maternité de l'hôpital régional de Matam, est très attendu. Merci Ali. Dans l'actualité sportive, Jeux Olympiques Tokyo 2020, l'ambassadeur nippon a reçu hier les athlètes sénégalais. Ils seront 13 compétiteurs à défendre les couleurs nationales au Japon. Objectif, une participation honorable. Cher Sadi Boudjara et Babacar Kamara. La délégation olympique du Sénégal, assurée de l'hospitalité du Japon, terre d'accueil des Jeux Olympiques du 23 juillet au 8 août prochain. 3 des 13 athlètes sénégalais qualifiés ont été reçus et honorés par l'ambassade de l'archipel de l'Asie. Je suis convaincu que les Tokyo 2020 marqueront une nouvelle étape dans notre longue histoire d'amitié qui dure depuis plus de 60 ans. Nous espérons que les athlètes du monde entier, plus particulièrement les athlètes sénégalais présents ici, pourront donner leur meilleure performance. Une cérémonie galvanisante. Ils sauront à tout moment, quelles que soient les difficultés liées à ces genres de manifestations, et la détermination de l'adversaire bien sûr, se montrer digne de la confiance et de l'espoir placé en chacun d'eux. Le discours n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Les athlètes comptent crânement défendre leur chance.
On se bat pour faire partie des meilleurs et même si une médaille olympique est difficilement envisageable, on va essayer de battre nos records nationaux et de toujours tirer la natation sénégalaise vers le haut. On va travailler et puis voilà, on espère, avec ce qu'on fait au quotidien, on espère gagner des médailles, Inch'Allah. Parce que là, je m'entraîne avec mon staff et tout se passe très bien. Et voilà, on espère faire une belle performance. La délégation olympique du Sénégal est également attendue dans le respect des gestes barrières à Tokyo. Et toutes nos excuses pour ce petit incident technique. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue. Dans Soir d'Info avec vous, Binta, vous recevez le docteur Mamadou Ndiaye. C'est à vous, le point du jour. De la prévention, merci.